Bienvenue à toutes et à tous. C'est notre deuxième rendez-vous d'Encyclopédie du théâtre depuis le début de la saison. Et on est ravis d'accueillir encore une femme, après Marie-Lou Marini, Julie Duclos, que je remercie pour sa présence. Julie, tu es actrice, metteuse en scène, artiste associée au Théâtre National de Bretagne. Tu y as présenté il y a 3 ans Kliniken de Lars Noren. Avant ça, tu avais travaillé des textes, entre autres, de Roland Barthes, de Dorothée Zumstein, de Maurice Maeterlinck. Aujourd'hui, tu présentes une mise en scène de Grand-peur et misère du Troisième Reich de Brecht, et c'est ce qui nous donne l'occasion de cet échange. On parlera de Brecht, de cette pièce en particulier, de ton Brecht à toi, de ton travail, de votre aventure autour de cette pièce. On y va ? Alors, 30 janvier 1933, 13 mars 1938. Ce sont les 2 dates qui bornent la fable Grand-peur et misère du Troisième Reich. Une fable qui se déroule donc sur une durée de 5 ans, prise en charge par 24 tableaux. Tableau 1, 30 janvier 1933, jour où Hitler est nommé chancelier. 24 tableaux plus tard, tableau final, on est le 13 mars 1938, lendemain de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, l'Anschluss. Le 12 mars, en effet, la Wehrmacht entre à Vienne, emmenée par un Hitler triomphant. La pièce s'achève donc en 1938 et sa rédaction par Brecht s'achève en 1938. C'est-à-dire qu'il écrit au présent des événements qu'il convoque. À ce sujet, Roland Barthes écrit, je cite, « Le théâtre de Brecht est un théâtre du présent, mais ce présent n'est jamais intemporel. C'est un présent historique, constitué par un axe d'événements collectifs d'une importance nationale ou mondiale. » Fin de la citation. Un théâtre du présent, un théâtre historique du présent, pour reprendre la très belle formule de Brecht, autrement dit, un théâtre qui ne connaît pas encore la suite de l'histoire et qui ne peut l'imaginer puisqu'elle est tout bonnement inimaginable. Aujourd'hui, Julie, nous savons ce qui s'est passé au-delà du seuil de l'année 38. Nous savons évidemment la guerre, nous savons le traumatisme planétaire, nous savons le trou noir qu'a été cette guerre. Qu'as-tu fait, toi, de ce savoir que Brecht n'avait pas? Comment as-tu intégré la suite de l'histoire? Bonsoir. Alors, si je ne m'abuse, vous allez voir le spectacle ce soir. Hein. D'accord, je m'adapte. Merci pour ta première question qui contient beaucoup de choses qui concernent le travail qu'on a fait. Et effectivement, Brecht a écrit la pièce dans son temps. C'est vrai que ça, c'est une donnée très étonnante parce que c'est comme si un auteur ou une autrice aujourd'hui captait notre époque dans une suite de tableaux. Et donc, c'est un regard très documentaire. Vraiment. D'ailleurs, on s'est beaucoup nous renseigner sur l'époque et on était sans cesse sidérés de tout un tas de détails puisque la pièce est vraiment contextualisée, prise dans son époque. Il photographie son époque, mais ce qui est étonnant, c'est là où il est visionnaire, c'est qu'il a eu une phrase, cette idée que ça pouvait être comme un avertissement, il a eu cette phrase qu'il a écrite assez vite, qui était que Grand-peur et misère, après la chute de ce Reich, que Grand-peur et misère du Troisième Reich ne serait plus un acte d'accusation, mais qu'il serait peut-être encore un avertissement. Alors cette phrase, elle nous a beaucoup guidés. Elle est étonnante parce qu'elle vient de Brecht lui-même, donc c'est assez fou de à la fois capter aussi bien son époque et en même temps sentir déjà que à l'avenir, ça peut avoir une valeur rétrospective, puisqu'évidemment la question aujourd'hui n'est plus d'accuser cette époque, mais plutôt le temps ayant passé, ce que je dis souvent aux acteurs, comme de se rappeler qu'on est au-dessus de l'histoire, effectivement. C'est-à-dire il y a comme un mouvement qui coexiste dans ce rapport au temps, qui est à la fois de parler de l'histoire
sans nier que c'était une réalité, hein, c'est pas une fiction, quoi. Tous ces tableaux, c'est bien sûr Brecht a inventé des personnages, mais c'est des gens qui ont existé réellement, c'est des processus réels entre les gens. Donc ça, c'est une donnée très importante, c'est assez inédit sur une pièce de théâtre, de cette chose-là que ça propose de matérialiser la vraie vie des gens. Et en même temps, évidemment, il y a pour moi une dimension émotionnelle qui arrive aussi et qui marche avec la pensée, qui fait réfléchir, qui est ce trou, comme tu disais, ce chemin-là d'aujourd'hui qui nous regardons cette époque-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, vous verrez, mais le travail n'est pas un endroit de reconstitution qui arrêterait la chose dans le temps, qui la laisserait dans le passé. C'est évidemment de chercher le point, j'allais dire, de discussion, de réflexion entre les comportements de ces personnes-là qui sont elles-mêmes à l'aube de quelque chose. Ça, c'est intéressant aussi parce que dans la pièce, on pense souvent Deuxième Guerre mondiale, 39-45, enfin, vous voyez, on pense déportation des Juifs, mais on ne pense pas les années d'avant, en fait. Qu'est-ce que c'est les années d'avant ? C'est l'aube de quelque chose. Et voilà, c'est peut-être émouvant pour nous aujourd'hui, qui sommes aussi, on peut dire, ce fascisme-là, il est à l'œuvre dans certains pays. On est peut-être à l'aube aussi, nous. C'est comme cette sensation-là, et de voir des gens qui y étaient, et comment ces gens parlaient à ce moment-là. On croit toujours que, comme si tout se savait, comme si le jour où on fuit, on le sait qu'on fuit. Mais en fait, les gens sont dans un état d'incertitude. Ce qui est intéressant, c'est comment ces gens pensent à ce moment-là. Certains disent « Ah, c'est pas de chance ». Certains disent « Non, mais c'est pour quelques semaines. Ça va retomber comme une inflammation ». Et nous, on a le poids de l'histoire, bien sûr. On sait ce qui attend ces gens aussi. Et surtout, la pièce nous montre qu'on n'attend pas 39-45. Certes, c'est la guerre, mais qu'avant, c'est tout ce qui se prépare. Et c'est un état d'esprit aussi qui se prépare. Et en fait, dès qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, c'est le début de la pièce, tout est là. Ça s'incarne immédiatement dans la vie des gens. C'est ça, je trouve, le grand sujet de la pièce, même s'il y a évidemment une évolution. Donc, on sent que ça va de mal en pis, comme on dit. Mais je trouve ça fort dans la pièce que c'est pas le sujet de la pièce, c'est pas regarder, ça va être de pire en pire, ça va se faire petit à petit. On croit toujours que les choses se font petit à petit. Mais ça, c'est une chose dont je me suis pas vraiment remise en m'étant renseignée sur l'époque, puisque je suis pas historienne et pas très forte en histoire d'ailleurs, et de prendre conscience de ça, qu'en fait, en 2-3 mois, cet état de peur, de censure, d'autocensure entre les gens, de surveillance, en fait, il est là tout de suite. Voilà. Et il concerne Brecht de manière très directe, parce que lui, il est précisément dès 1933 censuré, oui. Son œuvre est interdite. Tout à fait. Et brûlé. Brûlé. Dans les autos da fé, il s'en va très vite. Il comprend assez vite, tout à fait. Il y a le fameux incendie du Reichstag qui sert à accuser les communistes, et beaucoup de gens ont été arrêtés à partir de là. Ça permettait de créer une sorte d'état d'urgence. Et donc de, comme ça, museler immédiatement, de s'octroyer les pleins pouvoirs, etc. Il y en a beaucoup qui sont... Il y a eu un exode assez vite de certains après ça. Donc très vite, en 34, quoi, 33, 34, bien sûr. Il part, peut-être que c'est intéressant de préciser d'ailleurs qu'effectivement, il y a, son œuvre est immédiatement censurée, interdite. Il quitte l'Allemagne vers la Scandinavie, et puis après, il ira aux États-Unis. Et il est marié déjà à l'époque à Hélène Weigel, qui est une actrice qu'il a rencontrée quelques années plus tôt, qui est autrichienne, qui est juive. Et donc, ils partent ensemble. Et possiblement, il y a quand même quelque chose de ça, justement, de la vie intime de Brecht, peut-être, qu'on peut lire dans Grand Peur. Oui, peut-être. Après, ce qui est beau, c'est que ça... Il a vraiment su capter toutes les strates de la société. Alors moi, je n'ai pas gardé tous les tableaux. Vous verrez, il y en a... Donc, normalement, dans la pièce, il y en a 24. Là, il y en a 13. Y compris le premier n'est pas le premier tableau et le dernier n'est pas le dernier. Voilà. Mais j'en ai gardé que quelques-uns. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est qu'il y a vraiment... on traverse des métiers différents, des classes sociales différentes. D'ailleurs, il n'y a pas de figure d'artiste. Il y a un juge, il y a des physiciens, enfin voilà, il y a des métiers différents. Bon, pas tous, mais je veux dire, il y a aussi bien la paysannerie, enfin il y a la bourgeoisie, mais il n'y a pas d'artiste. C'est marrant. Donc voilà, il a su quand même faire une sorte de portrait, un peu comme une fresque de la société de son temps, quoi. On va y revenir, mais pour finir juste sur 33-38,
préciser simplement que, pour lever tout malentendu, que ces deux marqueurs temporels ne fonctionnent pas exactement comme un début et une fin d'une histoire comme ça qui se déroulerait de manière linéaire d'un tableau à l'autre avec une seule histoire, une intrigue principale, des mêmes personnages, un même lieu. En fait, Brecht n'écrit pas du tout comme ça et il éclate l'unité de temps, de lieu d'action. Il nous balade dans toute l'Allemagne, Berlin, Francfort, Göttingen, j'ai oublié Cologne. On va partout et on ne suit effectivement jamais les mêmes personnages. Et ça crée comme ça des tableaux qui forment même des effets de clôture, puisqu'ils sont marqués par vraiment une dynamique interne très forte et des effets de chute. Et ça fait penser quand même, parce qu'il est contemporain du cinéma, ça fait penser au montage. Ça fait penser très très fort. C'est comme si cette écriture avait déjà absorbé la question du montage. On te sait, toi, Julie, passionnée de cinéma, et je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que je le cite maintenant, tu as adapté pour la scène au moins 2 films. Est-ce que c'est ça, cette dimension cinématographique qui t'a attrapé ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, avant les idées de mise en scène, quand j'ai lu l'œuvre, j'ai vraiment été attrapée comme on regarderait un film, par empathie, quoi, des personnages, vraiment, puisque les situations, c'est écrit de manière très réaliste, très, voilà, comme au cinéma, avec ce côté, effectivement, aussi de prendre une scène en cours, puisque c'est des tableaux, c'est pas un début, un milieu, une fin, ah bah, l'histoire est réglée, non, c'est on prend la vie des gens en cours, c'est peut-être le jour où le fascisme s'immisce concrètement dans la vie de quelqu'un. On prend en cours et puis on termine en cours. Donc déjà, ça, c'est effectivement, c'est comme un geste presque de montage, quoi. Et effectivement, la difficulté là que ça posait au théâtre, et du coup, j'ai beaucoup pensé au ressort du cinéma, c'est que c'est des fragments. Donc c'est pas facile, en fait, quand il n'y a pas de continuité, comment trouver un continuum qui relie tout ça. En tout cas, moi, j'y tenais, aussi parce qu'on peut avoir des visions un peu didactique de l'œuvre de Brecht. On peut en faire quelque chose de très didactique aussi, au sens où chaque tableau a son titre. Il y a même des numéros, 1, 2, moi j'ai enlevé les numéros, mais par exemple, si on est un peu systématique, ça peut être un peu aussi rébarbatif, le côté un titre, un tableau, et puis une transition, on met en place le tableau d'après. Moi, je voulais lutter contre cet effet de système pour donner l'impression, travailler à ce que ce soit justement une sorte de continuum, même si on comprend que c'est des tableaux différents, bien sûr, et que c'est des gens différents, mais comme un film, comme on regarderait un film. C'était vraiment mon obsession formelle, puisque il fallait ramener dans tout ça aussi une forme de poésie, de fluidité aussi, pour qu'on ait l'intérêt et l'envie de passer d'une histoire à l'autre sans se dire ah bah ça sans avoir l'effet d'accumulation comme ça, mais au contraire comme une histoire, sauf que l'histoire, c'est pas celle des gens, mais c'est plutôt un fil qui relie tout ça, et en tout cas qu'on puisse se sentir comme devant un film un peu. Est-ce que tu peux justement peut-être détailler un tout petit peu ton travail de montage, puisque tu dis que comment as-tu opéré justement la sélection, les 13 tableaux que tu gardes, et comment as-tu travaillé l'agencement, ton montage à toi ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au montage parce que, de fait, j'en ai fait un. En fait, j'aurais pu tout monter, mais si j'avais tout monté, il y avait un entracte. Enfin, ça propose un rêve de spectacle différent. Et j'avais envie que ce soit un spectacle comme une sorte d'immersion. Justement, je parlais de fil, sans entracte, et donc que ce soit, grosso modo, 2h30 comme ça en immersion. Donc, je savais déjà assez vite que je couperais des tableaux. Le choix était dur parce qu'ils sont tous beaux. Vous verrez, il y a des tableaux longs, des tableaux courts, c'est beau, c'est comme en musique, ça n'est pas systématique, c'est des valeurs différentes. Évidemment, le fait qu'il y a même des scènes inédites, il en a rajouté plus tard, donc ça propose presque ce jeu voire même de changer l'ordre. Enfin, le simple fait de mettre des tableaux propose aussi de les agencer un peu comme on veut, et le fait de se proposer d'en enlever, de toute façon, ça pose cette question. Du coup, je les avais tous en tête. Enfin, j'ai navigué longtemps avec chacun d'eux. J'ai renoncé à faire un montage, à faire un choix intelligent qui ferait appel à la raison, qui viendrait nous dire que certains tableaux valent moins d'être là que d'autres. Non, c'est des deuils d'enlever des tableaux. Donc en fait, c'était plutôt un travail un peu intuitif, en fait, au bout d'un moment. Ça a été un travail un peu
encore une fois, poétique, et comme d'être plutôt sur le rêve d'un spectacle, de se dire, tiens, t'as le tableau, ce serait beau s'il y avait tel son, si ce son-là amenait à ce tableau-là. C'est presque comme une sorte de montage un peu chimique. C'est difficile à expliquer, mais ça s'est fait comme ça. Vous voyez, pas à mon bureau, de manière un peu dramaturgique, mais plutôt à force de les connaître. J'avais la maquette, c'est-à-dire le décor, on travaillait avec le scénographe déjà, donc avec déjà un espace qui pouvait être en mouvement. Et il y a un moment, ça se fait comme une rêverie. C'est étrange. Et on rêve un tableau, et puis peut-être une image, un son, on bouge le décor, parce que donc il est en mouvement pour pouvoir contenir un peu tous ces tableaux. Et il y a un moment, il y a eu un montage qui s'est fait, et puis bien sûr, après, je l'ai mis à l'épreuve, ce montage, mais il est vraiment né comme d'une rêverie. Donc je ne me suis pas censurée. Je trouvais que c'était important parce que ça fait beaucoup d'avoir le nazisme, d'avoir Brecht, ça peut être aussi intimidant. Enfin, et encore une fois, en plus, je ne suis pas bonne en histoire, j'ai des lacunes que je vis mal. Donc en plus, ce n'est pas comme si j'étais spécialiste, vous voyez, de bien connaître tout ça. Donc au contraire, non, ça a été d'abord un appel très intime des situations humaines et de me dire, ben, ce sera peut-être pas facile à monter, je verrai, ça va poser des défis à la mise en scène, mais il faut montrer ces situations-là parce qu'elles sont fortes. Et c'est ça qui m'a guidée tout le long, voilà, face aux défis. Et puis après, ça donne envie, les défis de mise en scène, c'est bien aussi. Mais voilà, je ne voulais pas me censurer. Donc je voulais me sentir libre de prendre un tableau, de le mettre là, c'est pas grave, je change l'ordre, mais c'est qu'il y avait un sens secret qui reliait tout ça. Tu l'as dit, il y a des tableaux qui sont très courts, d'autres qui sont très longs, mais il y en a qui sont très très courts, comme ça, comme des tout petits instantanés, des tout petits fragments. Est-ce que, dans le travail au moins, vous avez dilaté ces séquences, improvisé? Là, vraiment, comment dire, je voudrais que tu nous parles aussi de ton travail, de ton rapport au théâtre qui met l'impro très au centre. Est-ce que, par exemple, justement, vous vous êtes servi des séquences de Brecht comme des tout petits instantanés à dilater, explorer les hors-champs, si je puis dire? Bah oui, vous verrez, comme je disais, comme on prend les situations en cours, ça demande aux acteurs d'être très précis et tout de suite. Vous voyez, ils n'ont pas le temps de se mettre... on prend pas le temps de... C'est pas une pièce où on prend le temps de se mettre en... Donc il fallait travailler beaucoup vraiment sur les situations. Et donc c'est des situations de vie très différentes. Donc c'est plutôt de bien comprendre la nature de chaque situation. C'est pas pareil une situation où on est à la maison avec notre enfant, ou plutôt on est des physiciens en train de travailler parce qu'on a reçu une coursive un peu... Voilà. C'est pas pareil. Donc c'était plutôt de trouver la nature, la chimie de chaque situation qui relie les gens entre eux. Et on a fait effectivement je fais beaucoup d'improvisation, mais plutôt au démarrage, pour pas tout de suite commencer par le texte, mais pour essayer effectivement de comprendre quels sont les paysages aussi qui sous-tendent les relations, en fait. Et trouver aussi il fallait trouver des équivalents avec notre monde, parce que c'est pas forcément évident. Le monde des années 30, enfin, et de cette vie sous le nazisme n'est pas non plus notre monde de maintenant. Parce que c'est un monde où on peut se faire arrêter pour une blague mal tournée sur Hitler. C'était réel. Donc on s'est beaucoup documenté par des écrits ou des documentaires, ou peu importe, mais pour essayer de s'approcher aussi de comment tout un tas de décrets, à l'époque, créent des modes de pensée très concrets. Voilà, c'est intéressant de se dire, par exemple, je dis un détail, mais les choses tiennent dans les détails, mais que, par exemple, il y a un moment où le salut hitlérien, le Heil Hitler, il est devenu obligatoire. C'est intéressant de se dire ça, parce que nous, on a les visions Heil Hitler, vous voyez, puis dans la pièce, tout ça, mais c'est intéressant de se dire, tiens, c'est quoi le moment où, d'un coup, nous, on nous obligerait pour se saluer, par exemple. C'est obligatoire. Alors, si tu le fais pas, tu fais comment? Tu le fais ou tu le fais pas? Parce que si tu le fais pas, ça raconte quelque chose. Puis il peut y avoir de la délation. Enfin, il faut matérialiser tout ça pour comprendre comment les gens pensent, et à partir de là, comment ils s'écoutent, comment ils se regardent, comment ils interprètent l'autre, qui plus est dans des rapports habituellement basés sur la confiance, où on est entre amis, on est au travail. Enfin voilà, il faut rencontrer cet état d'esprit. Et parfois, il fallait trouver des équivalences aussi avec notre monde à nous, pour que finalement cet effroi ou cette peur, puisque c'est le titre de la pièce, traverse les corps, que ce soit pas juste je joue que j'ai peur, mais en fait comprendre comment les gens se positionnent à ce moment-là. Voilà. Alors on va en venir à la peur, et effectivement,
puisque dans cette écriture fragmentée, s'il est un élément justement qui fait socle commun, c'est la peur, comme tu le dis. Dans tous les tableaux, il y a la peur partout, dans la rue, dans les maisons, dans les toutes petites pièces des maisons, dans les cuisines, dans le couple, dans la famille. Est-ce que c'est ce biais émotionnel que choisit Brecht qui, là aussi, t'a intéressé? C'est pas commun comme biais. Bah, en fait, je crois que ce qui m'a intéressée, c'est la dimension très ordinaire de la pièce. Comme si on montrait la coulisse. Donc on est loin des visions spectaculaires. Donc ça travaille beaucoup le hors-champ aussi. Il y a des éléments comme ça, nous, qui se sont retrouvés dans le hors-champ. Et donc du coup, c'est comme si on pourrait dire la vie pratique, quoi, la vie quotidienne sous le fascisme. Je crois que c'est ça qui m'a touchée. C'est que ça rend concret et pratique des notions qu'on peut penser théoriques. Alors, les gens le pensent plus ou moins théoriquement, mais aller voter, on peut penser que c'est théorique, ou on peut penser que ça sert à rien. Il y a un tableau sur quelqu'un qui a voté Hitler. Mais en fait, en pratique, ça va dans la vie des gens à tous les échelons, et peut-être là où on n'y aurait pas pensé forcément. Je crois que ça m'a touchée à cet endroit-là. C'est que la pièce contient tout le monde, et qu'on est sans cesse en train de se dire... Ah bon, mais en quoi ça peut avoir des effets, là Pourquoi faire des maths, ce serait un problème? Parce qu'on pense toujours, quand même, qu'on s'arrangera, non? C'est normal, on veut notre survie aussi, chacun. Donc chacun... Et en fait, là, on voit que même ceux qui ont voté Hitler, en fait, sont touchés tout autant. Donc ça, je trouve que c'est très touchant, parce que la pièce, c'est pas, il n'y a pas les résistants, et puis il y a des personnages de SA, bien sûr, quelques-uns, mais c'est pas tranché. Il y a plein de gens dont on ne sait pas bien. Donc je trouve que ça nous ressemble. Ça contient une société, et ça montre aussi comment, en fait, une fois qu'on a voté, c'est trop tard après. Voilà. Et comment on travaille justement parce que tu dis quelque chose qui est fondamental, elle est distribuée partout et à tous les corps. Personne n'est épargné, en fait, cette peur. Brecht l'a fait s'infiltrer comme ça dans tous les corps. Ça va très très loin, la peur. Ça gouverne de manière très déstabilisante un corps, un esprit. Même un corps qui rêve, on va y venir. Mais comment tu as travaillé ça? Le corps gouverné par la peur, puisque c'est ça aussi le sujet de Brecht. Oui, bah en fait, c'est lié à la paranoïa et c'est lié à l'autocensure. En fait, c'est lié aux pensées. J'essaie toujours, même avec les acteurs, on travaille beaucoup sur les pensées, en fait. Même quand je les regarde jouer ou que je les dirige, j'essaie de voir si je me dis, ah tiens, pourquoi c'est pas très bien, ou pourquoi c'est pas comme j'imagine ou quoi. Bah, c'est peut-être qu'ils pensent pas comme... voilà, faut trouver, c'est quoi le terrain de pensée qui fait qu'à un moment, les gens se parlent comme ça. Finalement, ça regarde tout ce qui est un espace très invisible, en fait, très silencieux. Et je pense que la peur, ça regarde ça. Encore une fois, c'est en matérialisant aussi les effets de ce qu'on peut dire. Parce que pouvoir être arrêté, il faut le matérialiser, en fait. C'est là qu'on voit que nous ne sommes pas encore dans ce monde-là. C'est ça qui est intéressant, j'ai l'impression, dans la pièce. Et chacun trouvera ses échos. Mais les points où à la fois ça peut faire peur, c'est parce que c'est des points où ça peut nous ressembler. Et en même temps, la distance nous rappelle aussi quelque chose qui peut nous guetter aussi. Enfin, je trouve ce rapport des deux est intéressant aussi. Donc nous, ça nous demandait, encore une fois, de beaucoup matérialiser des choses parce que ça n'est pas tout à fait notre monde non plus. Donc il faut rendre très concret, avoir peur entre ces quatre murs ou penser que son enfant, puisque donc très concrètement la scène du mouchard, c'est donc ça, et on sait que c'est avéré que, puisque les jeunesses hitlériennes étaient obligatoires, comme on dirait un scoutisme, hein, comme si on disait aujourd'hui on rétablit un petit service militaire ou service civique, ça pourrait, on rétablirait ça. Bon. Et puis on dirait c'est pour les jeunes, 10 ans, ou on mettrait un âge. Bah oui, mais à partir de là, c'est facile, un enfant de 8 ans,
de lui dire c'est quoi le journal qui se lit à la maison, qu'est-ce qu'ils disent. Et ça y est, c'est déjà fini en fait. C'est-à-dire des parents étaient réellement arrêtés parce que des enfants avaient cafeté, mais sans le vouloir forcément, on ne sait pas, mais parce qu'on faisait parler les enfants aux jeunesses hitlériennes. Mais c'est très concret en fait. Et on sent bien que ça peut arriver très vite. Enfin, en fait. Et donc, du coup, d'un coup, si on matérialise bien ça, là, on peut commencer à avoir peur entre ces quatre murs de attends, qu'est-ce qu'on a dit là, à la conférence? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vraiment une pièce sur la parole, en fait. La paranoïa, c'est parce qu'il y a de la censure, il y a de l'autocensure. On ne peut pas parler librement. Donc, chaque mot peut être interprété, mal interprété. Donc, ça veut dire que c'est un monde de fous qui fait que chaque humain se met à intérioriser, ça c'est le nazisme qui crée ça, à intérioriser les données du nazisme, quoi, en quelque sorte. Chacun est gangréné, mais sans même s'en rendre compte. Mais de ce que le gouvernement attend de nous, ce qu'il ne faut pas faire, et donc, qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit, il est quand même là tout le temps, dans la pièce. Sans que les gens se le formulent forcément, mais... Il y a un livre quand même dont il faut parler. Enfin, il y en a tellement des livres, mais là, quand justement on te voit même faire ce geste du nazisme qui rentre à l'intérieur, on a envie de parler du livre de Charlotte Bérath, Rêver sous le Troisième Reich. Charlotte Bérath, c'est une amie d'Hannah Arendt, et elle a cette idée magnifique et dingue qui est de collecter, d'organiser une collecte de rêves sous le Troisième Reich, auprès de ses contemporains. Et elle collecte donc 300 rêves. Et ce travail empirique démontre quelque chose de fou. C'est justement qu'il est tellement rentré qu'il gouverne nos inconscients et qu'on se met à rêver des mêmes motifs. Et donc que le sommeil qu'on croit être inviolable par définition est pénétré par le régime dans lequel, s'il est brutal, est pénétrée par le régime dans lequel on vit, et que la peur, elle produit un imaginaire spécifique du rêve. Je sais que ce livre, il a été important dans votre travail. À quel moment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous en avez, de quelle manière vous l'avez intégré? Comment il a alimenté votre travail à vous? Il était effectivement en amont. Je l'ai découvert en amont des répétitions, et c'est vrai que j'ai été frappée parce que j'ai trouvé que c'était comme une œuvre un peu cousine de la pièce, puisqu'il y a cette idée de répertorier une société entière, en fait, par fragments, et que ces cousins, puisque les rêves, c'est vraiment l'espace de l'invisible. Les rêves sont peut-être le sous-texte des personnages du Troisième Reich, enfin de Grand-Père et Misère, quoi. C'est-à-dire, c'est ces gens-là, c'est leur rêve la nuit, quoi. Il y a vraiment un lien direct, sauf que c'est pas la même approche, mais c'est vraiment ce truc-là de comment, à partir de là, il y a effectivement des motifs qui courent. Ce que tu disais de ça, on le voit dans les rêves, et ça très tôt, dès 33, et surtout aussi sur cette idée de la censure. Aussi bien une femme qui dit, je me souviens, j'ai rêvé que je prenais soin de rêver en russe. Elle dit, alors que pourtant le russe n'est pas ma langue, mais elle a rêvé qu'elle rêvait en russe pour ne pas rêver en allemand, pour ne pas que ses pensées soient entendues ou répertoriées. Ils rêvent souvent comme ça, de machines qui écoutent. Il y a beaucoup ça, des rêves comme ça où on m'appelle et on me dit que le ministère de la propagande de trucs, je sais pas quoi, a entendu que j'avais pensé dans ma tête telle phrase. C'est assez étonnant. Donc ça dit bien effectivement comment l'inconscient est tout de suite pris, et c'est très proche des... Voilà, finalement c'est ça, ce travail-là qu'on a fait après en pratique, non pas la nuit dans les rêves, mais en fait en journée, parce que c'est ça qui se passe pour les gens. On ne peut plus être tranquille. C'est un espace où on ne peut pas être tranquille. C'est ça. Et c'est un espace aussi, je trouve, de grande solitude. Aussi, on se rendait compte de ça. On devient très seul dès lors qu'on ne peut plus... Si je ne peux pas te faire confiance quand je parle, c'est une grande solitude. Et si c'est à l'échelle de mon mari, mon enfant, là... donc il y a ça qui est fort, je trouve. Est-ce qu'il a été question de l'intégrer au spectacle, ou jamais, comme justement
comment dire, l'autre face, la face nocturne. Oui, j'ai pu y penser moi dans mes rêveries en amont, puis après je me suis dit bon, ça fait déjà beaucoup les scènes de grand-peur, donc on va peut-être pas. Je voulais que les gens aussi, soient pas trop perdus, qu'il n'y ait pas trop de, voilà, c'est déjà beaucoup tous ces tableaux, mais moi j'ai pu y penser tellement je trouvais étonnant. Oui, ça pouvait en soi se greffer, je l'ai pas fait, mais j'ai pu à un moment y penser. Alors, je reviens sur la peur et sa circulation folle partout. Tu l'as dit, elle atteint toutes les couches de la société chez Brecht. Et le montage brechtien, il permet de rencontrer une diversité très forte de personnages. Tu en as parlé à l'instant. J'en cite quelques-uns. Il y a un juge, un médecin, un ouvrier, un chômeur, un étudiant, une femme de chambre, un prisonnier, une cuisinière, 2 SA, un enfant inscrit aux jeunesses hitlériennes. Je cite Brecht lui-même dans sa didascalie inaugurale, une foule confuse, hétérogène, pâle. Les personnages de grand-peur, tu l'as dit, on y revient, sont des gens assez ordinaires. Et chose absolument frappante pour cette pièce historique sur le Troisième Reich, Hitler est absent. À peine est-il évoqué par le biais de la radio dans le tableau final. Je cite la didascalie du tableau 24. Nous sommes le 13 mars 1938, dans un logement prolétaire. 2 ouvriers et une femme écoutent la radio. Une voix dit « Et maintenant, le Führer fait son entrée dans la ville de Vienne. » Fin de la citation. Brecht maintient Hitler hors champ et convoque sur le plateau des gens ordinaires, des anonymes, qui, conduits par la terreur, deviennent des lâches, des mouchards, des délateurs. Il n'y a pas de grande figure du mal, et l'histoire du Reich s'incarne dans d'autres corps ici que dans ceux des hauts dignitaires nazis. Alors ça, c'est très frappant, ce petit déplacement qui est en fait assez dingue. Et ma question, c'est comment les avez-vous rencontrés, ces gens ordinaires, installés dans un contexte extraordinaire? Comment on les a rencontrés, c'est-à-dire dans le travail. Dans le travail, pour les incarner. Bien sûr. Pour faire que le nazisme est soit pris en charge par ces gens ordinaires. Effectivement, on a fait par exemple, j'aime bien faire des interviews de personnages qui sont des sortes d'improvisation, qui prennent des formes variées évidemment selon le travail. C'est pas pareil si on fait Kliniken que j'ai pu monter de nos reines qui se passait à l'asile, enfin voilà, rien à voir. Mais on a fait par exemple ça où on passe un temps en fait très long avec une personne, un des acteurs qui prenait en charge un des personnages, celui qui voulait d'ailleurs, on ne voulait pas savoir, mais ça permettait une espèce de première approche, donc par le travail d'improvisation, où nous on était des sortes de journalistes, mais pour le Reich, c'était un journal un peu... Si on est convoqué par le journal du Reich, on n'est déjà peut-être pas si tranquille que ça, parce que je voulais travailler là-dessus. Je me disais comment faire pour créer cette installation de qu'est-ce que c'est que de parler sous contrainte. C'est particulier, ça se fait pas comme ça. Et donc du coup, et évidemment, ce que tu dis, et en même temps la dimension très ordinaire de ça, puisque ce sont des gens ordinaires, c'est pas des gens, voilà, c'est nous là en fait maintenant. C'est pas plus que ça. Et donc du coup, les interviews ont été très intéressantes au début pour souder l'équipe et réunir, et on parlait autour de ça, mais pour vivre ces instants comme ça de réalité, où donc voilà, un des acteurs était comme convoqué au journal du Reich pour répondre à des questions sur sa vie, et ça lui permettait d'ouvrir, voilà, à la fois d'ouvrir son travail d'acteur, d'imaginaire, et de voir comment, d'expérimenter un peu en pratique, qu'est-ce que c'est que cette pensée nazie. Alors nous, on était nos propres nazis, puisqu'on faisait les journalistes, hein, on passait, les rôles changeaient, mais c'était intéressant parce que ça nous faisait, dès les prémices du travail, se mettre dans ce bain assez irrespirable, hein,
en fait, finalement, d'un espace où aucune pensée ne peut plus s'exercer librement. Donc d'un coup, ça faisait d'ailleurs des interviews très, très inintéressantes, puisque l'humain devient beaucoup moins intéressant quand il n'a pas le droit d'être singulier. Puisqu'il y a l'idée de voilà, l'homme arien, l'homme nouveau. Enfin voilà, c'est tout un tas de dictates. C'est toute une sémantique aussi. Et donc chaque humain doit répondre à cette sémantique, surtout s'il est convoqué par le journal du Reich. Ça, c'était une installation imaginaire, mais qui mettait assez bien en mouvement cet espace-là. Je ne sais pas si ça répond, mais c'était très intéressant à faire pour initier et après aller vers le travail de scène, à proprement parler, quoi. On a envie d'évoquer un documentaire récent, sorti en 2016, qui s'intitule « Une vie allemande », et qui, je ne sais pas si vous l'avez croisé dans votre travail, et qui s'intéresse à Brünnhild Pomzel, la secrétaire de Goebbels. Alors je cite la note d'intention des 4 réalisateurs. Ça dit « Les histoires des bourreaux et des victimes ont souvent été rapportées. Nous avons voulu raconter l'histoire des suiveurs, des profiteurs, des hypocrites, de ceux qui ont regardé ailleurs et qui, ce faisant, ont été les soutiens silencieux de cette terrible dictature. » Je saute quelques lignes et j'en arrive à leur conclusion. Il s'agit de montrer que la guerre et la tyrannie ne viennent pas de nulle part, qu'un climat social peut basculer rapidement, que le supposé mal n'est pas toujours identifié, et qu'il faut constamment remettre en question ses propres valeurs morales. Fin de la citation. Là, je voudrais te poser une question vraiment en écho avec cette note d'intention. Elle porte justement sur la valeur d'avertissement dont tu parlais en début de rencontre. Cherches-tu, avec Brecht, à partager une inquiétude concernant la situation actuelle en Europe ? Et ton spectacle est-il finalement, lui aussi, un spectacle sur le présent ? Ah bah bien sûr. S'il n'y avait pas ce présent-là, il n'aurait pas de sens. Hein. Ça ne m'intéresse pas en soi de plonger autant dans l'état de pensée d'une époque si ça n'a pas des choses à nous dire. Parce que si c'est juste passé, que ça n'a pas des choses à nous dire, en soi, je m'en fiche un peu. Enfin, bon, c'est passé. Donc évidemment, c'est la proximité qui devient intéressante. Et tout le travail, d'ailleurs, a été... que ce soit les costumes, le jeu avec les acteurs, enfin tout ça a été pour évidemment trouver le point de contemporanéité, bien sûr. Et effectivement, quand je disais que c'est trop tard, en fait, ce que je trouve fort dans la pièce aussi, c'est qu'on voit aussi, enfin vous verrez, hein, vous ferez votre avis, mais c'est qu'on voit aussi que c'est pas si simple. Enfin, c'est-à-dire, on est toujours dans des notions d'être plus ou moins héroïque. On peut toujours se dire, mais moi, je serais quoi dans ces temps-là ? Et alors, on veut répondre radicalement. Mais effectivement, on voit qu'en fait, ça tient à peu de choses de faire partie de la délation. Vous voyez, c'est comme quand, je sais pas quoi, dans le métro, si d'un coup, il y a une altercation et puis que ça devient très violent, il y a ceux qui y vont, ceux qui n'y vont pas, on se protège, voilà, c'est-à-dire la pièce, je trouve, montre aussi des gens qui, à cause de ce que crée le fascisme, se retrouvent dans des situations inextricables où nous-mêmes, on se dit « Ah bah là, il n'y a pas de porte de sortie, quoi. » C'est pas juste son choix. Il y a un endroit où, enfin, vous verrez, où la scène du juge, elle est emblématique pour ça, c'est-à-dire... bien sûr, ça pose la question du courage, mais c'est aussi plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant, parce que sinon, après, on est bien embêté. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un tableau qui s'appelle « Le combattant de la première heure ». Même celui qui a voté, même celui qui... Il se fait arrêter à un moment. Donc, en fait, la question, c'est même plus d'être du bon ou du mauvais côté. Tu peux être du bon côté, tu peux te faire arrêter quand même, en fait. Donc... c'est comme quelque chose qui devient infernal, impossible. C'est comme une machine qui, de toute façon, va avancer toute seule et prépare ces gens à... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistants et d'actes de résistants, attention. Hein. Mais en tout cas, la pièce, elle explore plutôt, effectivement, cet endroit, cette citation que tu dis, plus centrale, comme ça,
aussi ceux qui y ont cru pour tout un tas de bonnes raisons qui peut-être leur appartient et qu'est-ce que ça donne en pratique en fait. Donc ça invite à réfléchir là-dessus, je trouve aussi. Bon. Et tu disais que les costumes, justement, que les costumes infiltrent le présent dans le spectacle. Oui, c'était très important parce que si on est trop dans la reconstitution, ça fait. Enfin, moi, je voulais pas que ça fasse un effet de quelque chose qui nous concerne pas, évidemment, parce que sinon, si je suis dans mon fauteuil, je me dis, bah dis donc, à l'époque, c'était difficile. Enfin, je vois pas l'intérêt trop. Donc, du coup, c'était évidemment à l'endroit des costumes et puis dans l'espace aussi, où les choix d'être dans une ligne un peu qui semble plus intemporel, enfin voilà, qu'à avoir avec l'époque, qui n'est pas trop de ce monde de maintenant, et en même temps avec des éléments contemporains, et y compris dans la distribution aussi, j'ai inversé certains rôles d'hommes, de femmes, pour aussi un peu déjouer certains peut-être clichés que je pouvais ressentir dans l'œuvre, ou même si c'est pas Brecht mais c'est comme ça, parfois une œuvre, elle peut trimballer aussi sans qu'on le veuille, aussi parce qu'elle trimballe son époque, qui est très patriarcale aussi. Donc du coup, bon bah voilà, dans la pièce, c'est vraiment tous les hommes travaillent et toutes les femmes sont à la maison. Donc du coup, comme je trouve que c'est pas ça le sujet de la pièce, ça m'intéressait pas de forcément mettre ça en avant. Donc du coup, j'aimais bien déjouer en inversant certains rôles. Ça permettait que finalement de donner une dynamique qui ressemble à notre temps. Donc qui rapproche aussi l'époque de nous, même si j'ai rien changé au fait que le contexte est des années 30. Voilà, il est question de Goebbels, voilà, c'est normal, c'est historique et il le faut. Donc on est vraiment dans ce rapport de aujourd'hui et de dire ça a eu lieu. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. On rappelle aussi. Lutter contre l'oubli, ça sert aussi à réfléchir à vraiment maintenant, quoi. Mais évidemment que la caisse de résonance, elle ne peut que être... voilà, c'est ce qui réunit toute l'équipe. C'est évidemment la contemporanéité, l'actualité, l'écho que ça porte. C'est comme un cri. Un cri, justement, est-ce que je peux me permettre de demander de finir la phrase? Un cri qui nous dirait quoi? C'est-à-dire l'effet de réfléchissement, finalement. Je te pose la question parce que tu viens de dire, comment dire, on peut être du bon côté, entre guillemets, et se faire arrêter. On peut être, tout est la grande confusion générale. Il faut réfléchir avant. Est-ce qu'on est dans cet avant? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, cette impression d'être à l'aube de quelque chose ou d'être déjà sous certains aspects. Parce qu'on peut même entendre la pièce à un endroit aussi... le fascisme, les effets d'autoritarisme, on peut l'entendre à l'endroit de la famille, on peut l'entendre à l'endroit de son espace de travail. Là, on parle, parce que c'est bien normal, c'est politique et c'est le sujet sur un gouvernement, des décrets, et ça concerne une nation entière, etc. Mais c'est intéressant aussi de se dire, tiens, c'est quand les moments où si une autocensure se produit aussi sur nous? C'est peut-être déjà à l'œuvre aussi dans nos sociétés. Donc voilà, c'est comme quelque chose qui se tisse et qui prépare aussi des choses plus graves. Sur l'appel aux spectateurs, sur le cri adressé aux spectateurs, je voudrais aussi partager quelques mots. J'hésite d'ailleurs à faire parler Barthes ou Brecht, peut-être les deux, je ne sais pas. Roland Barthes écrit « Brecht montre qu'il n'y a pas un mal éternel, mais seulement des maux remédiables. Son œuvre remet le destin de l'homme à l'homme lui-même. » L'analyse de Barthes fait écho, évidemment, à ce que Brecht écrit lui-même dans le Petit Organon pour le théâtre. Je vous cite les mots de Brecht. « Qu'on n'aille pas concevoir les conditions historiques comme des formes occultes. Elles sont créées par des hommes. Ce sont des hommes qui les changeront. Elles ne sont rien d'autre que l'objet de l'action. » Est-ce que tu veux réagir à ces deux citations qui sont justement des appels aux spectateurs? Oui, mais ça, c'est le spectacle qui va répondre, c'est pas moi. Ça n'est pas une tournure pour me... Mais sinon, je vais parler du spectacle et de la fin du spectacle. Et là, pour le coup, c'est lui qui répond. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Julie avant le spectacle?
moi je l'ai vu, donc quelque chose qui m'a frappé, c'était... Alors attendez un seul instant, voilà. Oui, après avoir vu le spectacle, une chose qui m'avait frappé, et j'en ai parlé avec d'autres spectateurs, ils ont eu le même sentiment, c'est l'aspect particulièrement contemporain du texte, du dialogue. Et je me suis demandé si c'était une nouvelle traduction, ou si c'était la langue, vraiment une traduction du texte d'époque, ou une traduction d'époque. En fait, il y a deux traductions de ce texte. Il y en a une vraiment d'époque et une seconde qui a été faite il y a 10 ans de Pierre Vesperini qu'on utilise. Après, j'ai fait quelques petits ajustements, mais vraiment à peine de l'ordre de... Voilà, pour la scène, parfois un acteur, il change juste quelques petits trucs pour pouvoir le parler. Mais sinon, c'est la traduction de Pierre Vesperini qui est plus contemporaine, effectivement, que la première traduction. Quand vous parlez de la peur qui infuse tous les corps, est-ce que vous avez eu envie d'ajouter une petite pincée, un petit soupçon de résistance, d'envie de résister ou d'envie de ne pas se laisser envahir par la peur? Ou est-ce que c'est vraiment les stratégies? Sa pièce, elle est sur les stratégies de comment on gère cette peur, comment on essaie de... Voilà. Est-ce qu'il y a une envie de résister, d'aller contre, ou pas du tout? Oui, bien sûr. Vous verrez, ce qui est beau, c'est que justement, alors pour rebondir sur le mot cri, c'est-à-dire que c'est comme si les gens étaient un peu sous cloche, mais à l'intérieur de ça, les gens sont différents. Et il y a des gens qui poussent des cris, mais qui sont aussitôt remis sous cloche. Mais c'est beau parce qu'il y a par moments ces petits actes de résistance qui sont en fait comme des cris. Et voilà, jusqu'au voilà, peut-être au plus grand à la fin. Mais effectivement, la pièce n'est pas sans cri. Tout à fait. Mais par contre, elle ne montre... Voilà, les actes de résistance sont à cet endroit-là. Voilà, c'est pas... Bon, bref, c'est compliqué, comme vous n'avez pas vu le spectacle. Non, ne dis pas. Vous avez parlé de scènes et de tableaux qui arrivaient comme ça, un peu spontanément, et qui étaient un petit peu en cours, qui arrivaient en cours. Et comment vous avez fait pour guider vos comédiens à passer d'un rôle à l'autre et à ce qu'ils arrivent à être dans l'émotion, enfin dans les deux en fait? On fait qu'un travail sur les situations. Plus c'est clair pour eux, plus ils peuvent, là tout de suite, c'est ça aussi ça être acteur, on peut là tout de suite produire une scène ensemble. Si on sait ce qu'on joue ensemble, c'est-à-dire la situation, c'est qui on est les uns pour les autres, qu'est-ce qu'on veut, d'où on vient, enfin pourquoi on est là. Et pourquoi on continue de parler à quelqu'un, ou qu'est-ce qu'on veut gagner. Et ça, si c'est clair pour eux, donc voilà, on a arpenté beaucoup toutes les pensées qu'il y a dans ces scènes-là, qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que ça leur fait. Enfin, c'est un échange entre eux et moi. Et à partir de là, c'est ça qui leur donne les outils pour quelque part maintenant y aller sans réfléchir, parce que c'est assez balisé. Le travail, au final, est très précis. Avec eux, ils sont très libres à l'intérieur, mais voilà, c'est vraiment en délimitant le cadre de chaque scène, de dire tiens, qu'est-ce qui se joue là, que ça leur donne les outils pour pouvoir y accéder. Mais c'est vrai que c'est dur parce que ça leur demande, plus que sur une autre pièce, une espèce d'immédiateté, d'être au rendez-vous tout de suite. Ça, c'est sûr. Parce que parfois, une scène dure une page. Donc, au bout de 3 minutes, hop, ça y est. Donc, ça, c'est une des difficultés pour les acteurs de la pièce. Mais après, un des plaisirs aussi, parce que du coup, chaque acteur jouant plusieurs rôles, ils sont aussi traversés. Alors, souvent, c'est ce que je leur dis, c'est qu'on n'a pas travaillé en termes de personnages, au sens... là, je ferai tel personnage, et puis là, tel autre, comme si c'était des gens différents. Souvent, je leur dis, faut imaginer que c'est comme une version de toi-même à chaque fois. C'est moi dans telle situation, sauf que moi qui aurait une ferme, ou moi qui serais prof, ou moi qui aurais un enfant, ou moi qui... Voilà, c'est tout un tas de données différentes, bien sûr, puisqu'ils jouent des humains différents, mais il y a hautement besoin de eux, leur intériorité à eux aussi, et qu'ils se mesurent eux aussi, chacun, humainement, à la situation. C'est ça qui leur permet aussi d'avoir accès à l'émotion, qu'ils puissent être traversés, en fait. Réellement. Avant de jouer les tableaux avec le texte précisément, est-ce que vous avez fait des impros au sujet de ces tableaux? Les impros, ça a été, comme je disais, par exemple les interviews.
Donc ça, c'était pas tellement au sujet d'un tableau, mais c'était inspiré par les tableaux ou par une situation d'un tableau, puisque chaque acteur ayant choisi un rôle, il pouvait avoir pris voilà, le juge ou peu importe. Et sinon, on a fait aussi on a travaillé sur des situations plutôt de notre vie et qu'on faisait se rencontrer avec certaines situations de la pièce pour voir sur quel mode ça se vivait. Donc il y a eu des impros qui servaient effectivement à approcher les scènes ou des exercices qui servaient à approcher les scènes de la pièce, ou parfois aussi en lecture. C'était un peu des va-et-vient. Le texte n'était pas du tout absent, il était là aussi au début, mais c'était un va-et-vient entre des impros, des lectures où on peut déjà dire des choses. Voilà, pour que peu à peu, ça sédimente, en fait, en quelque sorte. Merci pour vos questions, merci pour votre écoute. Rendez-vous à 19h30. Merci Julie.